Voilà, on va commencer la conférence proprement dite. Avant de laisser Judith et Raïm, on a beaucoup parlé, Daniel, depuis hier soir. On a beaucoup évoqué le thème de cette conférence, à savoir Israël au carrefour de ses 75 ans. Alors, sans vouloir dévoiler des secrets, vous ne croyez pas au miracle. Mais les 75 ans d'Israël que nous sommes en train de célébrer, est-ce que c'est le fruit d'un miracle que Israël soit toujours là ? Alors, cher Gérald, comme vous venez de le dévoiler, moi, les miracles, c'est pas tout à fait mon truc. Moi, je crois plutôt au talent, au courage, à la persévérance des femmes et des hommes qui ont, il faut le dire, accompli quelque chose de tout à fait extraordinaire. Quand on compare ce qu'est devenu Israël à quasiment tous les pays qui font partie de cette vague d'indépendance des années 40, 50, voire même 60, c'est véritablement inimaginable. Je ne parle même pas des défis sécuritaires, de la pression de la région, les tentatives de rejet de ce pays par son voisinage. Mais pensez simplement au fait que nous étions 600 000 en 48 et nous sommes 10 millions aujourd'hui, avec donc d'énormes vagues de Olim, d'immigrants. Dans les années 50, le lait et les œufs étaient rationnés et aujourd'hui nous sommes membres de l'OCDE, nous sommes parmi les 20, 25 économies les plus fortes du monde. C'est vrai que c'est difficile à expliquer de manière rationnelle et donc on est tenté, comme vous le faites Gérald, de l'attribuer à un miracle. Donc, si vous voulez, moi je suis prêt à faire un compromis et on dit que c'est un miracle. Mais vu que je ne pense pas qu'on puisse compter sur des miracles, on peut y croire, mais on ne peut pas compter sur eux, et puisque j'ai quand même le projet que mes descendants pourront fêter les 150 ans d'Israël, je préfère continuer à compter sur le talent, le courage et la persévérance des Israéliens. Oui, alors Daniel Sheikh, bien sûr, alors on pourrait faire une soirée, on parlerait des miracles dans tous les domaines d'Israël. Même si vous ne croyez pas à la phrase de David Ben Gourion qui avait dit un jour « Celui qui ne croit pas au miracle en Israël n'est pas réaliste », mais c'est votre problème. Et alors bien sûr qu'on pourrait parler d'Israël qui est la 8e puissance du monde, mais pas seulement en termes militaires, que c'est, suivant le dernier sondage annuel de l'ONU, après les 3 pays scandinaves, le pays où les gens se sentent le plus heureux. Alors, on pourrait faire une conférence là-dessus, sur la science, etc. Mais moi, je vais vous parler de tout à fait autre chose. Je vais vous parler de tout à fait autre chose, parce que Israël est né dans la douleur, avec cette guerre d'indépendance qui n'a pas commencé le 14 mai, mais a commencé le 30 novembre 1947, qui a duré 2 ans. Il y a eu 5 guerres contre des armées régulières. Et Daniel, vous vous en souvenez, lorsque s'est terminée la dernière guerre entre Israël et des armées régulières, qui était la guerre de Kippour, eh bien, il y avait une chanson de Yoram Gaon, qui promettait à sa fille, au nom des tankistes, au nom des parachutistes, que ce serait la dernière guerre. Or, il y a encore 2 minutes, retentait dans le sud d'Israël l'alerte rouge. Depuis ce matin, il y a de très nombreuses roquettes qui sont parties de Gaza. Depuis 1973, c'est vrai, Israël a signé des traités de paix avec l'Égypte, avec la Jordanie, ses voisins, mais depuis, il y a eu plusieurs conflits
au nord avec le Hezbollah, au sud avec le Hamas. Alors, 75 ans après, j'ai envie de vous dire, une guerre sans fin? Alors, oui, la réponse courte, c'est oui, c'est une guerre, je ne sais pas si elle est sans fin, mais s'il y a une fin, on ne la connaît pas encore. Mais il faut quand même que je vous dise que, comparé à 1973, qui, comme vous l'avez justement mentionné, était la dernière grande guerre régulière contre une armée régulière, la situation sécuritaire d'Israël s'est énormément améliorée. Et c'est vrai, d'abord, à cause du fait que vous avez mentionné que l'Égypte est sortie du cercle de la guerre, c'était quand même la grande puissance arabe voisine d'Israël, l'armée qui a coûté à Tsahal le plus grand nombre de victimes dans les guerres, et le fait que depuis le début des années 80, ce grand pays est en paix avec Israël, qu'il y ait une ambassade égyptienne à Tel Aviv et une ambassade d'Israël au Caire, malgré des challenges quand même énormes dans la région, avec des intifadas et des roquettes et des attaques terroristes et des guerres au Liban, etc. Ça a tenu. Il y a la paix avec la Jordanie. La Syrie a commis une sorte de suicide stratégique et aujourd'hui, du moins pour les années à venir, ne peut pas compter comme une véritable menace pour Israël. Le Liban, c'est un failed state, un État en déconfiture totale. Dans le cercle un peu plus lointain, il y a les accords d'Abraham, qui ont, même s'il s'agit de pays qui n'ont jamais été directement en guerre avec Israël, ce sont quand même des pays qui ont fait partie de ce bloc arabe qui était hostile à Israël. Et donc, ce qui nous reste dans cette équation sécuritaire et stratégique, c'est deux choses. C'est d'abord l'Iran, avec une menace de capacité nucléaire qui, je ne veux pas faire le naïf ici, tôt ou tard, ils auront la possibilité de fabriquer une bombe. C'est trop facile de dire on doit éviter, jamais nous n'accepterons tout ça. Un jour, ça va arriver. S'ils le voudront, je ne suis pas certain qu'ils vont vouloir franchir le cap. Ce que je peux vous assurer, ce n'est pas moi qui le dis parce que je ne suis pas, modestement, je dois avouer, je ne suis certainement pas l'expert qui connaît tous les renseignements, mais tous les experts que je connais, qui connaissent eux exactement, sont unanimes pour dire que si l'Iran obtient la capacité de fabrication d'une arme nucléaire, ce n'est pas le lendemain qu'ils vont la balancer sur Tel Aviv. Ils savent très bien que c'est un risque impossible, c'est un risque mortel pour l'Iran, parce qu'Israël, selon certaines informations, a la capacité d'une riposte mortelle pour l'Iran. L'Iran veut la bombe, ou veut le savoir-faire d'une bombe pour occuper une place stratégique centrale dans sa région. Ce qui n'est pas une bonne chose pour Israël. Je ne minimise pas la difficulté de cela, mais quand on dit c'est une menace existentielle sur Israël, je suis un peu plus prudent dans cette analyse. Ça, c'est le premier. Le deuxième aspect, c'est le terrorisme. C'est, comme vous dites, soit les attentats qui sont devenus, c'est terrible à dire, une partie de la vie en Israël, d'ailleurs pas que en Israël, et Toulouse en sait quelque chose. C'est donc d'abord les attentats, mais c'est aussi les attaques transfrontalières avec les roquettes de Gaza,
et du Liban de manière un peu plus rare. Il y a eu récemment un incident, personne ne sait exactement d'où il vient. Clairement, ce n'est pas le Hezbollah qui a tiré ces roquettes, ce sont des Palestiniens associés au Hamas qui ont voulu inciter le Hezbollah à participer. Bon, peu importe, c'est pas ça la question. Tout ça, c'est grave, évidemment, mais ce n'est pas une menace pour une grande puissance qu'est Israël. Ce n'est pas une menace. Ce n'est pas évidemment quelque chose d'anodin, ça coûte des victimes, ça rend la vie difficile pour des villages et des villes en Israël. Mais Israël, fort qu'il est capable de se montrer suffisamment solide dans sa comment dirais-je, dans ses capacités de subir des choses sans que cela change le train de vie en Israël trop. Et donc, si vous me demandez, 73, je vous rappelle, Israël était, il faut le dire clairement, pas loin de l'anéantissement. Vraiment, c'était... ça aurait pu aller, ça aurait pu mal tourner, très facilement. Aujourd'hui, je ne vois aucun scénario, zéro scénario stratégique autour de nous qui poserait une menace existentielle sur Israël. Un scénario politique maintenant entre Israël et ses voisins les plus proches et les plus encombrants et les plus envahissants, les Palestiniens. Politiquement, quelle sortie on pourrait envisager ? J'aurais aimé avoir une réponse, honnêtement. Je le dis très sincèrement, parce que je suis de ceux qui pensent que malgré tout ce qu'on dit et malgré tout ce qui se passe, cela reste le plus gros problème pour l'avenir d'Israël. Je pense que nous sommes obligés, tôt ou tard, de nous séparer des Palestiniens. Je le dis avec zéro altruisme. Ce n'est pas pour faire plaisir aux Palestiniens, c'est un intérêt vital d'Israël. Le maintien interminable des territoires de Cisjordanie et des millions de Palestiniens qui y vivent empoisonne la vie d'Israël, empoisonne la vie de ces jeunes, et je ne parle pas du coût économique, je ne parle pas du coût diplomatique et politique que nous payons, qui est grave en soi. Je vous rappelle qu'il n'y a pas un seul État dans le monde, y compris nos amis les plus proches, qui accepte la position du gouvernement israélien actuel, et des gouvernements d'ailleurs depuis des décennies, qui prétendent que notre présence en Judée-Samarie, en leurs termes, et sans pouvoir annexer ces territoires, disent que c'est une présence qui est justifiée par l'histoire, qui est justifiée par les textes bibliques, et qui est d'une certaine manière justifiée aussi par l'histoire plus récente, puisque Israël avait été la partie attaquée dans la guerre des 6 jours, et donc pas de chance pour les Palestiniens, ils ont perdu la guerre, ils ont été occupés, maintenant on va voir ce qui va se passer. Moi, je pense, maintenant, je suis loin d'être un naïf, je sais que dans les circonstances actuelles, on ne peut pas se séparer des Palestiniens de manière unilatérale. Je n'aimerais pas le faire de manière unilatérale. Il va falloir le faire par un accord. Les circonstances politiques des deux côtés, à la fois en Israël et chez les Palestiniens, rendent ce genre de négociation impossible actuellement,
Mais à long terme, c'est ça qu'il va falloir faire. Alors, oui, ça marche. Alors, moi, je vais vous poursuivre dans votre réponse. Je vais vous poursuivre dans votre réponse parce que je vais vous dire, vous souhaitez, vous pensez qu'il faut arriver à une séparation. Et c'était un petit peu ce qu'avait préconisé Amos Oz lorsqu'il parlait du divorce entre les Israéliens et les Palestiniens. Mais si je regarde l'histoire, je constate que lorsque Ehud Barak décide d'évacuer le site du Liban, ça devient une base terroriste du Hezbollah. Je regarde que lorsque Ariel Sharon décide d'évacuer Gaza et les milliers d'Israéliens qui vivaient dans le Gush Katif, ça devient dans un premier temps effectivement un lieu palestinien, mais qui est kidnappé par le Hamas qui tire encore cet après-midi sur Israël. Et je pose la question. Je pose la question qui est, Daniel Sheikh, vous avez participé à certaines négociations et donc vous savez de quoi je parle. Vous savez qu'il y a eu une tentative qui était les accords d'Oslo, où Yitzhak Rabin était prêt à faire des concessions qui ont été refusées par Yasser Arafat. Ensuite, il y a eu également Ehud Olmert qui avait proposé des concessions. En fait, on pourrait, peut-être naïvement, vous m'en voudrez, mais avoir cette lecture de dire que ceux qui ne veulent pas d'un État palestinien, ben, ce sont les Palestiniens eux-mêmes, qui préfèrent au fond continuer à harceler Israël, à bénéficier à la fois de finances mondiales et d'un soutien. Et puis, qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui le Hamas et le Hezbollah, dont on sait qu'ils sont surarmés, et qui sont les marionnettes de l'Iran, d'attaquer de façon simultanée au nord et au sud Israël? Je ne peux pas le garantir, évidemment, à partir de Toulouse, ici, de dire qu'ils ne vont jamais se mettre d'accord pour attaquer Israël. Mais vous savez, le Hezbollah, depuis le dernier round sérieux, sous Olmert d'ailleurs, ça date, ça fait longtemps. Il y a eu de tels dégâts au Liban qu'il y a, comment dirais-je, il y a une grande réticence du côté des Libanais de voir le Hezbollah les entraîner dans une nouvelle aventure. Ce n'est pas une garantie pour toujours, mais moi je suis de ceux qui pensent que le fait que le Hezbollah soit devenu une partie du gouvernement libanais, c'est une bonne chose. Parce que si, dans le passé, le gouvernement libanais pouvait se cacher derrière l'argument « nous sommes désolés, c'est le Hezbollah, c'est pas nous, c'est une milice, nous ne sommes responsables de rien, etc. » Aujourd'hui, c'est impossible. Et d'ailleurs, ils le savent, parce qu'Israël transmet des messages sans arrêt en disant « Sachez qu'aujourd'hui, le Hezbollah, c'est l'État libanais. Et donc, s'il y aura des problèmes avec le Hezbollah, c'est l'État libanais en entier qui va souffrir. » La preuve, ça fait quand même longtemps que le Hezbollah, avec de très rares exceptions d'ici et là, pendant de longues années déjà, se tient tranquille. Donc il y a une dissuasion qui tient. Avec le Hamas, il y a une sorte de jeu morbide ou un exercice où telle ou telle circonstance, tel ou tel événement éveille un échange qui dure plus ou moins longtemps entre Israël et Gaza. Là, vous avez mentionné, c'est vrai, il y a eu des tirs de roquettes. Pourquoi? Parce qu'un dirigeant du Hamas qui était en prison
du djihad islamique, pardon, qui était en prison en Israël et qui avait depuis très longtemps fait une grève de la faim, est décédé. Et donc, voilà, réaction, réflexe, Hamas, on laisse le djihad islamique tirer quelques roquettes. Israël va riposter de telle ou telle manière et tout le monde va se calmer. Jusqu'à la prochaine fois. C'est un jeu, je n'ai pas d'autre mot, vraiment morbide. Mais je répète à nouveau, est-ce que c'est quelque chose qui met en danger l'avenir d'Israël? Non, absolument pas. Est-ce que c'est une raison pour Israël de vouloir réoccuper Gaza? Il y a, mis à part une minime frange de l'extrême droite israélienne, comme l'a manifesté Orit Strouk dernièrement, qui a une certaine nostalgie de Gaza, vous ne trouverez pas un Israélien raisonnable qui veut revenir là-bas. Parce que c'est vrai, il y a des roquettes depuis le retrait de Gaza, mais vous savez combien de morts il y a eu quand nous étions physiquement là-bas? Les soldats, les kibbutzim, les implantations, les chiffres sont clairs. Il y a eu beaucoup plus de victimes pendant la présence israélienne, la présence physique israélienne à Gaza qu'après le retrait. Est-ce que c'est le genre de solution que j'aimerais voir pour l'avenir? Non, bien sûr que non, mais je vous rappelle que le retrait de Gaza n'avait pas été fait dans le cadre d'un accord. Ça avait été unilatéral. En gros, Ariel Sharon, que je salue son courage, mais en gros, ce qu'il a fait, il a retiré les Israéliens et puis il a jeté les clés à travers la frontière et il a dit « débrouillez-vous ». Ce qui, bon, je ne sais pas, on ne va pas entrer maintenant dans le débat historique. Est-ce qu'il y a eu à l'époque une alternative plus d'un accord? Probablement pas, quoique sous les radars, je pense qu'on aurait pu avoir certains arrangements, mais qu'est-ce que vous voulez, l'histoire ne joue pas le rôle qu'on lui attribue, qu'on aimerait lui attribuer exactement, et c'est vrai, Gaza n'est pas devenu le Singapour du Proche-Orient, loin de là. Est-ce que je prends la responsabilité de ces échecs? Bien sûr que non. J'ai des reproches énormes à faire aux Palestiniens. Ils ont raté des occasions sans fin, mais est-ce que c'est une raison pour moi maintenant de les punir à tout jamais? On peut commencer par le fait qu'on a parlé de l'indépendance d'Israël. Ça aurait pu être aussi aujourd'hui le 75e anniversaire de l'indépendance palestinienne, s'ils avaient accepté la résolution du partage. Et historiquement, c'est très clair. Moi, j'ai beaucoup d'amis palestiniens, et les gens raisonnables parmi eux, ils sont conscients qu'à chaque étape des propositions israéliennes, la proposition devient moins bonne. La meilleure proposition qu'ils ont eue jusqu'à aujourd'hui, c'est la résolution du partage. Dans l'intimité de cette salle, je peux dire heureusement qu'ils ne l'ont pas accepté. Ça n'aurait pas, vous n'auriez pas reconnu Israël comme vous le connaissez aujourd'hui, évidemment, mais bon, ça c'est du passé. Est-ce qu'on peut envisager une coopération, tout de même il existe des coopérations entre les Palestiniens et les Israéliens, et de trouver des personnes raisonnables de part et d'autre pour avancer en étant utopique? Alors, tristement, officiellement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de coopération israélo-palestinienne au niveau officiel. Il y a eu un début de reprise de coopération dans certains domaines sous le gouvernement précédent, qui, il faut le dire, n'était pas non plus composé forcément que de personnalités très modérées sur la question palestinienne. Naftali Bennett ne peut pas être soupçonné d'être un grand amoureux des Palestiniens ou d'un retrait des territoires.
Mais c'est un homme suffisamment raisonnable pour comprendre que certains domaines dans la vie civile, surtout des sociétés, se résolvent mieux en collaboration avec les Palestiniens. Notamment dans le domaine, par exemple, de l'environnement, du changement climatique, du commerce, c'est-à-dire des gens raisonnables dans la droite israélienne ne sont pas opposés à des coopérations qui amélioreraient la vie des Palestiniens. Certains d'entre eux pensent que si les Palestiniens vont mieux économiquement, ils vont laisser tomber l'idée d'un État indépendant ou d'une vie indépendante. Tout montre qu'ils ont tort. Je connais dans l'histoire très peu d'exemples de peuples qui étaient prêts à mourir pour avoir une économie meilleure ou 3 hôpitaux de plus, mais il y a maintes exemples historiques de peuples qui étaient prêts à mourir pour la possibilité de voter et de contrôler leur propre vie. Donc, je ne pense pas qu'on puisse compter dessus. Donc, aujourd'hui, zéro contact officiel, avec une grande exception intéressante, c'est le domaine de la sécurité. C'est-à-dire, les gouvernements de gauche, de droite, de cohabitation, tous, depuis les accords d'Oslo, ont accepté, plus qu'accepté, ont maintenu minutieusement ce canal de coopération dans le domaine de la sécurité qui sert les deux côtés et qui fonctionne très bien sur les niveaux de travail, les officiers, les renseignements, etc., etc., et dont même tous les gouvernements de droite, y compris le gouvernement actuel qui est le plus à droite de l'histoire d'Israël, personne ne songe à les rompre. Ce qui laisse la place à les seules collaborations qui existent, c'est dans le domaine de la société civile. Et il y a pas mal d'initiatives de ce genre. Je vous ai raconté, je pense, aujourd'hui un exemple, une de ces coopérations dans laquelle je suis actif moi-même, dans le domaine justement de l'environnement, de la gestion de l'eau, des choses qui, vous savez, l'environnement et le climat, ils ne respectent pas vraiment les frontières dessinées par les hommes. Et donc, il n'y a pas de solution aux questions d'eau et à d'autres qui soient propres à une partie et pas à l'autre. Et donc, nous essayons de coopérer de cette manière avec, je dirais, avec satisfaction et certitude, du moins l'accord tacite, des fois même plus que tacite, de nos gouvernements respectifs. Alors, moi, je voudrais quand même revenir à l'Iran. Lorsque Benyamin Netanyahou est revenu au pouvoir avec une majorité de 64 membres de la Knesset, il a annoncé, il s'est fait fort de dire que très prochainement, à court terme, il y aurait des relations qui seraient établies entre Israël et l'Arabie saoudite. Et là, coup de théâtre, par l'intermédiaire des Chinois qui apparemment ont pris au Proche-Orient la place des Américains qui ont disparu, eh bien, on assiste à la reprise des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran, alors qu'on disait « mais c'est impossible, des chiites contre des sunnistes, jamais de la vie ». Et dans le même temps, la Syrie, qui jusqu'à maintenant n'était pas cachère, est en train de revenir dans le cadre de la Ligue arabe, et la Jordanie vient de prendre l'initiative de réunir les ministres un petit peu sur ce genre de thème. Alors, même si on peut être optimiste en disant accord d'Abraham, etc., est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à des changements profonds dans les alliances
ou les espoirs d'Israël d'établir des relations avec certains pays arabes? Qu'est-ce qui se passe? Des changements dans les alliances, ce n'est pas quelque chose de très courant dans notre région, mais nous en avons vu un grand changement il y a quelques années avec les accords d'Abraham. Vous poseriez la question il y a 5 ans aux experts de la politique proche-orientale en Israël, et vous leur diriez que 2 pays du Golfe et le Maroc vont comme ça, sans raison particulière, établir ou reprendre des relations avec Israël, sans que cela passe par un contexte palestinien, ils vous auraient tous dit que c'est improbable, y compris moi-même d'ailleurs. Il y a eu un changement, il provient essentiellement du fait que ces pays ont subi 2 changements. Le premier, c'est un désintérêt grandissant à la question palestinienne. Désintérêt, ça ne veut pas dire qu'ils ont renoncé à soutenir les Palestiniens, mais ils se sont dit, et ils ont surtout dit aux Palestiniens, les jours où vous faites un pas à gauche ou un pas à droite ou un pas en avant ou un pas en arrière et l'ensemble de la Ligue arabe se range derrière votre décision sans poser des questions, ces jours-ci, ces jours-là, c'est fini. On ne joue plus comme ça. Vous avez des problèmes, on va essayer de vous aider, mais on a une vie à nous, une vie indépendante, on a des intérêts, on doit penser à des choses. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est, je reviens à la question originelle, c'est l'Iran. Vu que l'Iran, aux yeux des pays du Golfe, de l'Arabie Saoudite, des Émirats, de Bahreïn, le Qatar aussi d'ailleurs, mais le Qatar a une autre approche, c'est d'embrasser les Iraniens plutôt que de les craindre. Ils ont vu que cette menace est en train de grandir. Eux, du point de vue, ils pensent comme moi que l'intérêt des Iraniens n'est pas de menacer Israël, mais de les menacer eux. Et là, c'est une menace véritablement existentielle, économique et autres. Voir l'Iran devenir une puissance nucléaire, ça veut dire un changement stratégique dans la région et surtout une course à l'armement. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que si les Iraniens annoncent la possession d'une bombe atomique, l'Arabie Saoudite en a une en consigne, d'une certaine manière, au Pakistan. Et eux ne doivent pas produire, ils peuvent acheter. Et donc, après, il y aura la Turquie et Dieu sait qui, l'Égypte, Dieu sait qui encore. Et donc, ils se sont dit, puisque nous avons cet ennemi commun avec Israël, tant qu'à faire, on va profiter des moyens qu'Israël a développés, des moyens technologiques, militaires, renseignements, etc. Et donc, nous nous sommes retrouvés avec les accords d'Abraham. Tout le monde a célébré, évidemment, les relations avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, et ensuite avec le Maroc. Le Soudan, bon, disons que quand on regarde un peu ce qui se passe là-bas, c'est pas exactement un morceau de choix. D'ailleurs, ça ne s'est pas véritablement développé. Il n'y a pas d'ambassade, il n'y a pas de véritable relation. Et là, actuellement, c'est clair qu'il n'y en aura pas. Mais tout le monde avait espéré le vrai Graal, c'est l'Arabie Saoudite, que l'Arabie Saoudite rejoigne. Moi, ceux d'entre vous qui m'écoutent de temps en temps sur les médias savent que j'étais toujours très sceptique sur la question de l'Arabie Saoudite. Je ne pensais jamais, même avant l'accord avec l'Iran, que l'Arabie Saoudite allait faire quelque chose de rapide. Les intérêts d'une grande puissance comme l'Arabie Saoudite ne sont pas les mêmes que d'un petit pays comme les Émirats arabes unis. Mais, il y a un grand mais,
un des aspects les plus importants des accords avec les Émirats arabes unis, c'est que clairement l'Arabie saoudite avait donné le feu vert. Les petits pays du Golfe n'auraient jamais fait un pas pareil sans savoir qu'il y avait un aval saoudien. Mais l'Arabie saoudite a un rôle à jouer dans le monde musulman, dans le monde arabe. C'est une puissance régionale. Elle marche beaucoup plus lentement. Elle a des intérêts un peu différents. L'accord avec l'Iran est une surprise. Et ça change la donne. Est-ce que ça la change de manière que, du coup, ils vont devenir les meilleurs amis des Iraniens, ils vont laisser tomber la région et Israël et peut-être des relations avec Israël? Je ne le pense pas. C'est-à-dire, j'allais dire un mariage de convenance, c'est loin d'être un mariage. C'est même pas des... je ne sais pas, c'est une sorte d'amitié timide. Il ne faut pas oublier qu'à la fin, c'est le leader du monde chiite et le leader du monde sunnite. Il y a peu de chances qu'ils vont devenir, que ça va devenir une amitié fraternelle et éternelle entre les deux. Mais l'Arabie saoudite a trouvé un autre moyen à comment dirais-je, à neutraliser un peu la menace iranienne nucléaire par des moyens diplomatiques. Quel impact cela aura sur l'avenir des accords d'Abraham? Je ne sais pas. Je ne pense pas que c'est une catastrophe, que ce soit une catastrophe. Je pense que de toutes les façons, l'Arabie saoudite n'était pas sur le point d'établir des relations avec Israël. Le fait de désamorcer un peu la menace iranienne peut aller dans le bon sens. Tout le monde dit quelle sera l'influence de l'Iran sur l'Arabie saoudite. Moi, je pose la question inverse. Quelle sera l'influence de l'Arabie saoudite sur l'Iran? Parce que l'Iran a des gros problèmes économiques, l'Iran a besoin peut-être d'un soutien régional pour sauver son économie, pour sauver son image dans le monde. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses. Donc, reste à voir. On va se rapprocher des portes de l'Europe avec la guerre en Ukraine. Netanyahou a proposé un temps ses bons offices pour assurer une paix ou un dialogue. Quelques mots dessus? Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'on connaît le résultat. Ça n'a jamais démarré. D'ailleurs, Naftali Bennett avait proposé ça aussi. Il était Premier ministre quand la guerre a éclaté. Honnêtement, je pense que Israël n'est pas forcément obligé de sauter en premier chaque fois qu'il y a un problème. Là, il y a le ministre israélien des Affaires étrangères qui s'est proposé d'inviter les deux belligérants au Soudan, de venir discuter en Israël. Bon, là aussi, je ne pense pas qu'il y ait de grandes chances. Non, je pense qu'avec avec la guerre en Ukraine, tout le monde sait qu'Israël est en position un peu délicate à cause des intérêts que nous avons face à la Russie, notamment en Syrie. C'est une position prudente qui, personnellement, des fois me fait de la peine. Je pense que je la comprends, je l'accepte. Si j'étais encore en position de conseiller quelque chose, j'aurais fait sans doute la même chose. Mais sur le plan humain, je pense que j'aurais aimé voir Israël se ranger de manière plus claire et nette du côté de l'Ukraine. Mais d'un autre côté, Israël fait quand même beaucoup, et souvent plus qu'on le sait, mais juste en deçà d'une aide militaire véritable. Il y a une communauté juive importante en Russie encore. Il y a une communauté juive en Ukraine.
nous essayons d'aider tant qu'on peut, sans trop de dégâts. Alors Daniel, on va parler un petit peu de politique intérieure. Israël est secoué depuis au moins 17 semaines par des troubles politiques qui tournent autour de deux axes, de deux contestations, la réforme judiciaire et la conscription. Ce qui est étonnant, c'est que tant la réforme judiciaire que la conscription ne sont pas des affaires nouvelles. On parle de conscription, je pense, depuis qu'on parle d'Israël, et la réforme judiciaire, on en parle aussi. Qu'est-ce qui fait que ces deux questions ont amalgamé autant de mécontentement? Je ne suis pas entièrement d'accord que les deux phénomènes sont exactement parallèles. La question d'une réforme de la justice en Israël n'est pas aussi ancienne que la question de l'égalité du service, ce qu'on appelle en Israël, que tout le monde fasse un service militaire ou pas. Ça peut être militaire, mais ça peut être aussi un service civil. Ça, oui, je suis d'accord. C'est une question qui nous accompagne depuis longtemps. Et ma foi, si c'était la seule question à l'ordre du jour, je ne pense pas que vous auriez vu depuis 17 semaines une contestation aussi forte. Je pense que c'est un sujet annexe à la question de la réforme, ce que les uns appellent la réforme de la justice et ce que les autres appellent une sorte de putsch du régime. La question de cette réforme n'est pas aussi ancienne et certainement pas dans cette ampleur. Chaim, vous avez mentionné la question de l'Iran et de l'avenir des accords d'Abraham dans les priorités de Benjamin Netanyahu pendant la campagne électorale. Il y avait aussi le pouvoir d'achat, il y avait le combat contre la criminalité, essentiellement dans la communauté arabe, mais pas uniquement. Il était à peine question d'une réforme de la justice. Je vous le promets, je suis les campagnes électorales en Israël de très près. Je ne dis pas qu'il n'était pas question, mais quand il parlait des 4 priorités après les élections, s'il allait les gagner, la réforme de la justice n'en faisait pas partie. Du coup, il était élu, il a pu former un gouvernement. Dans la semaine, a été proposé par son ministre de la Justice, Yariv Levin, ces propositions de loi qui changent en profondeur le caractère démocratique d'Israël. Il n'y a pas d'autre moyen. Je ne sais pas si vous voulez que j'explique en quoi ce sont des changements. C'est un peu, c'est pas très long, mais il faut quand même s'attarder quelques minutes. Mais le fait est qu'une grande partie des Israéliens ont ressenti cela comme une agression contre l'identité démocratique du pays. Une volonté de transformer un État qui se vantait d'être juif et démocratique en une sorte de démocratie illibérale sur le modèle hongrois et polonais. Et je le dis, pourquoi les gens l'ont ressenti si mal? Parce que la démocratie est quelque chose qui est profondément ancré dans l'esprit des Israéliens. Je vous rappelle, et on en a parlé, je pense hier, Israël a le privilège d'être né une démocratie. Pas toutes les démocraties ont commencé comme des démocraties. Israël est né avec 2 dimensions comme une démocratie. D'abord, par le texte de la déclaration d'indépendance, c'est une démocratie. Et deuxièmement, en l'occurrence, parce que Israël est né
par un acte, entre guillemets, un vote démocratique de la communauté des nations, par les Nations Unies. Et donc, c'est quelque chose qui est profondément ancré. En plus, et là c'est un peu le diplomate l'ancien diplomate qui vous parle, nous sommes entrés presque naturellement et très facilement dans ce club des démocraties libérales qui, je vous le rappelle, est un club assez exclusif. Ça fait à peu près une trentaine d'États sur presque 200 membres des Nations Unies, une trentaine d'États qui font partie de ce club. Mais Israël, avec ses proportions géographiques, démographiques, économiques et autres, a besoin d'alliés stratégiques forts, a besoin pour son économie qui est tournée vers les économies développées, a besoin de partenaires économiques du premier rang et a besoin souvent d'une sorte de parapluie diplomatique qui le comment dirais-je, le sauve ou le garde à l'abri d'attaques internationales permanentes dans les organisations internationales, etc. Tout cela, Israël le trouve dans ce camp des démocraties libérales. Ce sont nos partenaires. Et donc, tous ses amis, les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie et d'autres, nous disent notre alliance, elle est basée sur deux choses. Elle est basée sur des intérêts communs, c'est pas une mauvaise chose, mais elle est basée aussi sur des valeurs communes. Et si les valeurs communes sont... il y a une érosion de ces valeurs communes, ces pays s'inquiètent. Et ces pays... comment dirais-je, sonne un signal d'alerte. Et regardez simplement le résultat. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, si vous me posez la question, il n'y a aucune chance que cette réforme, comme elle a été présentée il y a 17 semaines, va passer. Elle ne passera pas comme ça. Elle passera peut-être autrement, mais ça, c'est impossible. Et regardez ce qui s'est passé. Dans tous les sondages, d'abord sur la réforme, il y a une majorité solide qui est opposée à la réforme. Tellement solide que forcément, elle inclut des gens qui ont voté pour les partis de la coalition, pour le Likoud ou Otzma Yehudit ou pour Shas. Mais pire, pour un animal politique comme Benjamin Netanyahu, 3 ou 4 sondages ces derniers 15 jours ont montré que la coalition a perdu 20 sièges par rapport aux résultats des élections. Alors c'est vrai, ce sont des sondages, mais ce n'est pas un petit changement, c'est un tiers de leur force. Le grand gagnant, c'est Benny Gantz. Benjamin Netanyahu n'est plus le favori pour occuper le poste de Premier ministre. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas vu un tel sondage. Donc il y a une contestation, y compris au sein du Likoud. Et donc, la conclusion doit forcément être qu'il y a eu quelque chose de profondément maladroit dans cette approche, trop agressif. Certains disent que Netanyahou n'était pas très heureux avec cette proposition de réforme pour commencer, mais qu'il est tellement dépendant de ses partenaires de coalition actuellement qu'il est en fait en position de faiblesse politique comme qu'il n'a pas connu depuis très longtemps. Alors, Daniel Sheikh, sauf erreur de ma part, il me semble que la session d'été qui vient de s'ouvrir à la Knesset n'a pas mis à l'ordre du jour la poursuite de la lecture de ce projet de modification judiciaire. Alors, je vais vous poser la question très brutalement. Israël, c'est un pays où, depuis 1948, on manifeste très peu.
Moi, j'ai le souvenir de la grande manifestation dans ce qui autrefois s'appelait la place des rois, après Sabra et Shatila. Il y a eu énormément de manifestations contre Rabin, y compris quelques jours avant son assassinat. Il y a eu ce qu'on appelait un petit peu la révolution des tentes à Tel Aviv. Et puis là, effectivement, comme le signalait Gérald, depuis 17 semaines, des Israéliens de toute origine, mais vraiment de toute origine, manifestent parce qu'ils ont le sentiment qu'on touche justement au fondement de la déclaration d'indépendance. Alors, ma question va être très directe. Est-ce que Benjamin Netanyahou n'est pas devenu l'otage de Ben Gvir et de Smotrich? Et est-ce qu'au fond, s'il y avait cette modification, parce que dans son esprit, depuis plusieurs années, il considère que la haute cour de justice, que la presse sont aux mains des gauchistes, est-ce que ça n'aurait pas été pour lui un moyen d'éviter les procès auxquels il risque de faire face? Je ne suis pas dans la tête de Benjamin Netanyahou, évidemment. Est-ce qu'il est otage? Oui, il est actuellement otage, mais ce n'est pas qu'il n'avait pas d'alternative. Il aurait pu ne pas faire de coalition avec Ben Gvir et Smotrich et essayer de se tourner vers le centre. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que dans toutes les coalitions précédentes de Netanyahou, il a toujours fait attention de s'entourer d'un partenaire au moins plus à droite et un partenaire plus au centre. Et là, du coup, c'est lui le centre. C'est lui la frange la plus modérée, entre guillemets, de sa coalition. Tous ses partenaires sont plus à droite. Pourquoi il a choisi ça ? Je ne suis pas là pour faire une analyse psychologique de Netanyahou. Certains vous diront que la seule chose qui l'intéresse en définitive, c'est le sort de son procès. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Des gens disent toute cette réforme n'a pas d'impact direct sur son procès. Ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. L'impact n'est pas direct, mais il peut indirectement influencer. Mais de toutes les façons, il a besoin d'être au pouvoir. Il a un vrai besoin d'être au pouvoir, et ce qui le met dans une situation de faiblesse, parce que le Netanyahou, le magicien politique du passé, quand un Ben Gvir vient et lui dit « Écoute, tu me crées cette milice policière que j'ai demandé ou bien je quitte la coalition », il l'aurait envoyé balader. Pourquoi ? Parce que quelles sont les alternatives de Itamar Ben Gvir ? Il n'a pas où aller. Il est soit dans le gouvernement ou bien il est dans l'opposition, ce qui ne l'intéresse pas. Il veut faire partie, il veut la légitimité du pouvoir. Mais le Netanyahou d'aujourd'hui a cédé. Comme il a cédé à beaucoup d'autres menaces. La session parlementaire a commencé. Vous avez raison de dire que ce n'est pas à l'ordre du jour. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, il y a les pourparlers chez le président. Et personnellement, je suis extrêmement sceptique que ça peut aboutir, mais sait-on jamais. Peut-être ça va aboutir. Simplement, j'ajoute un astérisque, même si ça aboutit, ce n'est pas forcément la fin du problème, parce que ce n'est pas une négociation entre deux. Il y a un troisième côté à ce triangle, et ce côté, c'est la rue, c'est la contestation, qui ne se sent pas forcément représentée par Benny Gantz et Yair Lapid chez le président, et qui ne va pas forcément accepter un compromis ou un accord que eux seraient prêts à signer. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais
Donc il y a d'abord ça, et donc il dit je ne vais pas donner de deadline, je ne vais pas donner de date butoir, je vais leur laisser toute leur chance, etc., etc. Deuxième chose, l'urgence véritable, ils ont besoin de passer un budget. Parce que s'ils ne passent pas un budget, le gouvernement est dissous. La Knesset est dissoute. Donc ça, c'est l'urgence absolue. Et troisièmement, c'est les sondages. C'est ce qui se passe dans la rue, dans les sondages, dans la presse, etc. Il comprend que c'est une réforme très impopulaire qui entame le soutien qu'il a pu obtenir dans ces élections, qu'il a considéré à plus ou moins juste titre comme une grande victoire personnelle. Et donc, il préfère repousser peut-être à l'été, je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Et c'est quelqu'un qui sait lire la société israélienne. C'est clair. Sauf s'il est complètement aveuglé par sa situation personnelle, ce que je ne pense pas être le cas. Et même si dans la communication likoudienne et la communication de Bibi, il pointe du doigt les bobos de Tel Aviv qui manifestent sur la rue Kaplan, il sait fort bien que son problème, ce n'est pas la rue Kaplan. Son problème, c'est 170 endroits à travers le pays qui, depuis 17 semaines, manifestent tous les samedis soirs. Il y a des endroits où c'est 50 personnes ou 150 personnes, et il y a des endroits où c'est 20 000 ou 25 000 personnes, comme Haïfa, comme Netanya. Netanya, c'est la chose la plus étonnante, c'est une ville de droite. C'est une ville qui a voté à droite à 80% pour des partis qui font partie de la coalition aujourd'hui. Comment ça se peut qu'il y a 20 000 personnes qui sortent toutes les semaines dans les rues pour manifester contre ça? Oui, c'est peut-être les Russes, mais les Russes, ils votent Likoud. Donc, moi, je vous assure, je suis même à la rue Kaplan, où je me trouve quasiment toutes les semaines, c'est beaucoup plus hétérogène qu'on le pense. Beaucoup plus hétérogène. Il y a des gens qui votent Likoud, il y a des gens qui votent travaillistes, il y a des gens qui ne votent pas. Il y a un sentiment de malaise parce que c'est tellement brutal comme proposition. Et sans entrer dans le détail, il faut quand même expliquer aux gens une chose très simple. Quand on parle de démocratie, on ne peut pas se contenter de dire la démocratie, c'est la gouvernance de la majorité. Parce que c'est comme ça que Viktor Orban et Yariv Levin et Bezalel Smotrich et Benjamin Netanyahu aujourd'hui décrivent la démocratie. Il ne faut pas avoir un master en sciences politiques pour savoir que la démocratie, c'est beaucoup plus que ça. Et l'un des principes de la démocratie, évidemment, c'est la séparation des pouvoirs. Or, en Israël, qui n'a pas de constitution, qui n'a pas une deuxième chambre du Parlement, qui n'a pas de pouvoirs régionaux, déjà, les contre-pouvoirs ou les équilibres au pouvoir qui existent dans beaucoup de grandes démocraties, qui n'a pas d'ailleurs de chef de gouvernement ou d'État qui est élu au suffrage universel. En fait, Israël, qui est une démocratie parlementaire, les deux pouvoirs, législatifs et exécutifs, sont un pouvoir. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement sans majorité à la Knesset. Et donc, il y a une interdépendance qui fait qu'il est inimaginable de voir une contestation entre le législatif et l'exécutif, entre le gouvernement et la Knesset. Donc, le seul contre-pouvoir officiel, il y a évidemment la société civile, les ONG, la presse, etc. Mais je parle institutionnellement, le seul contre-pouvoir, c'est la justice. Je suis
loin de dire que ce qui se passe dans la justice, y compris dans la Cour suprême, est parfait. Il y a certainement lieu à... surtout, il y a lieu à définir de manière plus précise quelles sont les limites des pouvoirs et quelles sont les limites des possibilités de la justice d'intervenir dans la vie politique. Mais ce n'est pas du tout ça que veut la réforme. La réforme veut que la justice soit soumise au pouvoir politique et donc devienne, elle aussi, comme le Parlement, une partie du pouvoir du gouvernement, qu'il n'y ait aucun contre-pouvoir. Et ça, c'est inacceptable si on a une pensée, une réflexion d'une société démocratique. C'est inimaginable de voir un pays qui prétend être démocratique vivre dans ces conditions-là, sans recours pour les minorités, sans garantie des libertés personnelles ou de certaines communautés, surtout dans une société aussi hétérogène et aussi, certains diront, tribale comme la société israélienne. Il faut qu'il y ait au moins un recours garanti pour toutes ces parties de la société israélienne. Judith. Oui, d'ailleurs, dans ces manifestations, on a vu le drapeau israélien être repris par les manifestants qui étaient sur une première vague, étaient des manifestants plutôt de gauche, mais ensuite, ça s'est un peu plus élargi, étoffé. Donc c'est retrouver Israël, et c'est l'Israël qu'ils veulent montrer. Au fil de vos années d'exercice et de diplomate, est-ce que vous avez vu une évolution aussi des exigences que, pour le coup, les pays, l'Europe et d'autres pays, les exigences que l'on avait vis-à-vis d'Israël se sont accrues au fil des années? Est-ce qu'on n'attend pas trop d'Israël quand on le critique assez durement régulièrement? Est-ce que ce pays-là, qui était porteur d'espoir, comme vous le disiez, et qui est né d'un miracle, en tout cas d'une volonté, aujourd'hui est devenu finalement un pays comme un autre, avec ses manifestations, et ces exigences-là, est-ce qu'on ne les trouve pas un peu lourdes? D'abord, la question du drapeau est un phénomène intéressant, mais c'est très facile à expliquer. Les gens qui manifestent considèrent leur acte comme un acte patriotique de premier ordre. Et donc, c'est au nom de ce drapeau, c'est au nom de cette déclaration d'indépendance que les gens sortent dans les rues de leur point de vue pour protéger ce que symbolise ce drapeau. Moi je ne sais pas exactement comment répondre à votre question, Judith, sur les exigences. C'est vrai que nous sommes sous la loupe du monde depuis toujours, de manière démesurée. Je suis le premier à le savoir, à l'avoir subi pendant longtemps, etc. Je peux lamenter, je peux dire c'est injuste, c'est incompréhensible, c'est pas raisonnable. Bon, et alors? Ça va s'arrêter simplement parce que je le vois comme ça? Non. Mais d'un autre côté, moi je pense que, comme dans la vie personnelle, dans la vie d'une nation, c'est mieux d'être plus exigeant avec soi-même que tous les autres. Et moi, l'Israël que je voudrais voir est un peu idéalisé, c'est encore moins raisonnable. Si vous saviez ce qui se passe dans ma tête quand je rêve de l'Israël parfait, vous diriez ce que nous demandent les Américains et les Européens, c'est rien contre mes exigences à moi. Mais là, vous savez, il y a un bottom line. Nous avons pu vivre avec, nous allons continuer à vivre avec. Nous avons
tisser parmi les nombreux accomplissements extraordinaires de notre pays jusqu'à aujourd'hui, c'est aussi d'avoir tissé des liens stratégiques et économiques et autres avec les pays les plus importants du monde. Et ma foi, si le prix, entre guillemets, à payer, c'est de subir les exigences et le regard critique du monde, c'est pas grave. Vous savez, moi, en arrivant à Paris, quand j'étais nommé ambassadeur, quelques mois après mon arrivée, Israël a été accepté comme candidat à l'OCDE. Moment historique pour Israël, vraiment très très important. Le processus de ratification de cette invitation est extrêmement compliqué. C'est presque comme une adhésion à l'Union européenne. C'est-à-dire tout le pays est passé au crible et sous la loupe. Il faut ajuster des législations, il faut faire preuve de certaines normes dans tous les domaines de la vie. Ce n'est pas une organisation uniquement économique, c'est aussi dans le domaine de l'éducation et de l'environnement et des mœurs. Ça a fait le plus grand bien à l'État d'Israël parce que ça nous a obligés de nous regarder nous-mêmes, de vérifier des choses, de corriger des choses, de nous mettre au niveau des normes des pays les plus développés, les plus avancés du monde. Moi, je ne veux pas être comparé à nos voisins, je ne veux pas être comparé à des pays en voie de développement. Je suis fier de savoir que nous sommes un pays développé et je veux que ma société, que mon pays vive avec des normes dans tous les domaines qui sont des normes des pays développés, du monde avancé. Et si le prix, c'est de subir des critiques, soit. On n'en meurt pas, vous savez. Il faut faire la part des choses. On me parle souvent, puisque je fais aussi des médias en français, etc. Le Quai d'Orsay a fait une déclaration honteuse sur Israël, a fait une comparaison entre la riposte israélienne et le terroriste tel et tout ça. Et je ne sais pas, c'est peut-être les cheveux gris ou le manque de cheveux gris ou je ne sais pas quoi. Moi, je prends tout ça avec philosophie. Je regarde la richesse de cette relation entre Israël et la France. Je prends l'exemple de la France, j'aurais pu prendre d'autres pays, mais nous sommes ici à Toulouse, donc tant qu'à faire, on va parler de la France. La richesse dans le domaine économique, sécuritaire, le renseignement, les sciences, la culture. Il n'y a pas un domaine de la vie où il n'y a pas une proximité vraiment étonnante et une grande richesse. Est-ce que je vais laisser une déclaration d'un porte-parole du Quai d'Orsay empoisonner tout ça et dire la France est un pays ennemi, ils sont hostiles, ce ne sont pas des amis? Moi, j'étais porte-parole de mon ministère. Je vous assure, c'est sans importance ce que je dis. Ce que je disais, c'est vraiment pas important. Ce sont des moments éphémères qui ne laissent aucune trace. La France ne cherche pas à nuire à Israël, ne va pas nuire à Israël, et telle ou telle résolution des Nations Unies ou résolution de l'Union européenne, qui d'ailleurs deviennent de plus en plus rares. Je ne sais pas combien d'entre vous se souviennent que quasiment tous les mois, il y avait une déclaration des ministres des Affaires étrangères, du Conseil des ministres des Affaires étrangères européens sur le Proche-Orient. Par les temps qui courent, si c'est une fois par an, c'est déjà une rarité. C'est pas grave. Il faut savoir aussi subir certaines choses sans leur donner trop d'importance. Plus on réagit fort, plus d'importance on donne à l'événement lui-même, qui, dans la réalité des choses,
n'a aucun impact sur la vie d'Israël. Aucun. Merci, merci C'est Daniel. moi qui vous remercie et je remercie Toulouse parce que, comme j'ai dit à beaucoup de nos amis, ça a toujours été une de mes villes préférées en France. Et je vous remercie à tous de m'avoir donné l'occasion de revenir ici. Merci de votre présence. Voilà, merci. Merci à toute l'équipe, merci à Laurent à la technique, merci Chaim et merci aux filles, à Colette, à Linda et à Judith, parce que tout le travail, le travail de toute cette semaine israélienne a été fait par elles. Merci à vous tous.